Commençons cette vidéo par une petite expérience introductive. Nous insérons dans un bocal rempli d'eau un cylindre creux qui est surmonté d'un ballon. Que peut-on observer? Eh bien, on peut observer que le ballon, une fois rentré dans l'eau, se rétracte sur lui-même. Nous avons un schéma ici explicatif qui illustre la situation. Comment peut-on interpréter, c'est-à-dire expliquer cette observation? Eh bien, si le ballon se rétracte sur lui-même, c'est qu'il subit une force qui le pousse vers l'intérieur du cylindre. Que peut-on conclure de cette expérience? Pour répondre à la question, il faut savoir que l'intérieur du cylindre est en contact avec l'air alors que le ballon est en contact avec l'eau. L'air, sur le ballon du côté du cylindre, exerce alors une pression appelée la pression atmosphérique. Mais si le ballon est poussé vers l'intérieur du tube, c'est qu'alors il existe une pression opposée qui est exercée cette fois-ci par l'eau et qui est plus importante que la pression atmosphérique. Cette fameuse pression mise en évidence ici et exercée par l'eau mais en fait par tous les liquides est ce que l'on appelle la pression hydrostatique. Elle est symbolisée par un P minuscule avec le HYD, H-Y-D en indice. Quels sont alors les facteurs qui vont pouvoir influencer cette pression hydrostatique? On pourrait penser à la profondeur du liquide, au volume du liquide, à la surface du corps qui est en contact avec le liquide, à la masse volumique du liquide, en d'autres termes, le type de liquide, ou à d'autres choses encore. Nous allons tout d'abord tester la profondeur. Pour cela, nous avons une bouteille percée à différentes hauteurs. On peut ici observer que le jet inférieur est plus puissant, va plus loin que le jet supérieur. On peut donc en conclure que la hauteur de liquide va faire varier la pression hydrostatique. Comment? Eh bien, si on considère que le trou du haut est le trou numéro 1 et le trou du bas le trou numéro 2, on voit ici que la hauteur de liquide au-dessus de 1 est moins importante que la hauteur du liquide au-dessus de 2. Et donc, si la hauteur du liquide augmente, la pression hydrostatique augmente aussi. Testons maintenant le volume du liquide. Pour cela, nous versons au même niveau une bouteille de 50 centilitres et une autre d'1 litre. Nous attendons que les niveaux internes de liquide soient égaux et nous observons les jets. On peut voir ici que les jets sont parfaitement identiques. Que peut-on en conclure? Que le volume de liquide ne fait pas varier la pression hydrostatique. Troisième facteur testé, la masse volumique du liquide. Pour cela, nous prenons deux bouteilles identiques, l'une remplie d'eau salée et l'autre d'éthanol. On peut observer ici que le jet d'eau salée est plus puissant, va plus loin que le jet d'éthanol. On peut donc en conclure que la masse volumique de liquide fait varier la pression hydrostatique. Comment? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut savoir que la masse volumique de l'eau salée est de 1030 kg par mètre cube, alors que celle de l'éthanol est de 800 kg par mètre cube. Et donc, si la masse volumique de liquide augmente, la pression hydrostatique augmente aussi. Dernier facteur à tester ici, la surface du corps qui est en contact avec le liquide. Pour tester ce facteur, on immerge dans de l'eau une plaque de plexiglas qui est gardée maintenue sur un cylindre creux. On relâche ensuite la plaque de plexiglas et on peut observer que celle-ci reste comme collée au cylindre creux. Mais le cylindre se remplit petit à petit d'eau. Ensuite, au moment où les niveaux internes et externes d'eau sont identiques, on peut observer que la plaque se détache. Comment peut-on interpréter ces observations? Pour cela, schématisons la situation.
Quand la plaque de plexiglas se détache, cela signifie que les pressions 1 et pression 2 qui s'exercent de part et d'autre de la plaque de plexiglas s'équilibrent et donc sont égales. Mais à quoi est due cette fameuse pression 1? Elle est due à la pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression exercée par l'eau, ainsi que la pression exercée par l'air, c'est-à-dire la pression atmosphérique. On peut donc écrire que P1, c'est égal à la pression atmosphérique plus la pression hydrostatique. Or, cette pression hydrostatique, c'est égal à la force de l'eau divisée par la surface du cylindre, en vertu du fait que la pression, c'est égal à la force divisée par la surface. Or, cette force exercée par l'eau est due au fait que l'eau possède un poids, étant donné qu'elle est attirée, comme tous les corps, par la Terre. Et ce poids, c'est égal à la masse de l'eau fois la constante de pesanteur, en vertu du fait que le poids, c'est égal à la masse fois la constante de pesanteur. On remplace donc notre formule de base qui devient P1 est égal à pression atmosphérique plus masse de l'eau fois constante de pesanteur divisé par la surface du cylindre. Or, la masse de l'eau, c'est égal à la masse volumique de l'eau fois le volume de l'eau. Ceci dû au fait que la masse volumique c'est égal à la masse divisée par le volume, et donc la masse c'est égal à la masse volumique fois le volume. Or, ce volume d'eau, c'est en fait le volume de l'eau qui se retrouve à l'intérieur du cylindre. Il correspond donc à la surface du cylindre que l'on va multiplier par la hauteur d'eau. Et donc la masse de l'eau est égale à la masse volumique de l'eau fois la surface du cylindre fois la hauteur d'eau. Notre formule de base devient donc P1 qui est égale à pression atmosphérique plus masse volumique de l'eau fois surface du cylindre fois hauteur d'eau fois constante de pesanteur divisé par la surface du cylindre. On peut alors simplifier au numérateur et dénominateur la surface du cylindre. On se retrouve avec une formule finale, pression atmosphérique plus masse volumique de l'eau fois hauteur d'eau fois constante de pesanteur. Entouré en rouge, c'est la formule à pression hydrostatique dans laquelle on retrouve les facteurs testés tout à l'heure, à savoir la masse volumique du liquide, la hauteur du liquide, mais par contre la surface du corps ne fait pas varier la pression hydrostatique étant donné qu'elle n'est pas incluse dans la formule. On retrouve dans la formule la constante de pesanteur. Ceci est dû au fait que plus l'attraction va être importante, plus les molécules du liquide vont être compressées les unes par rapport aux autres, et elles vont donc exercer une pression sur les corps qui y sont baignés beaucoup plus importante. En conclusion, on peut donc en conclure que la pression hydrostatique dépend de la hauteur du liquide, de la masse volumique du liquide et de la constante de pesanteur. Prenons la situation où un humain se baigne dans un liquide, la pression totale qui s'exerce sur lui correspond à la pression atmosphérique plus la pression hydrostatique, ce qui est égal à la pression atmosphérique plus la masse volumique du liquide fois la constante de pesanteur fois la hauteur de liquide. Les pressions sont alors exprimées en pascal, la masse volumique en kg par mètre cube, la constante de pesanteur en newton par kilogramme et la hauteur du liquide en mètres. Deux petites remarques à ce stade. Si le liquide est confiné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange avec l'atmosphère, dans ce cas-ci la pression atmosphérique est égale à 0 pascal, et donc on peut la faire disparaître dans nos formules. Pour la deuxième remarque, petite expérience, on presse sur le piston d'une seringue, la pression exercée sur le piston s'exerce au niveau de la partie noire sur le liquide, et à l'autre bout de la seringue, le liquide jaillit. Cela veut donc dire que la pression exercée sur le liquide au niveau de la partie noire se transmet intégralement au liquide jusqu'au bout de la seringue. Ce phénomène s'appelle le principe de Pascal, qui stipule que la pression exercée sur un liquide est transmise intégralement et instantanément à l'ensemble du liquide.